Tout commence en 508 avant Jésus-Christ en Grèce, où Clisthène met en place les toutes premières institutions démocratiques de l'histoire. Cet événement, pourtant si ancien, garde des traces remarquables encore aujourd'hui, où de nombreuses nations sont sous un régime démocratique, notamment la France. Salut, c'est Overstory. Aujourd'hui on parle du premier chapitre de Seconde, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Nous sommes alors à notre problématique. Pourquoi peut-on dire que les civilisations grecques et romaines constituent le socle de nos sociétés contemporaines? Allez, c'est parti! Tout d'abord, on peut se demander ce qu'est une démocratie. Il s'agit d'un régime politique où le peuple dispose du pouvoir politique de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire par des représentants. C'est ainsi qu'en 508 avant Jésus-Christ, Clisthène met en place des institutions démocratiques. Cette démocratie instaure trois grandes nouveautés. Les citoyens sont égaux politiquement, ils ont les mêmes droits. Les citoyens sont égaux devant la loi, c'est la justice. Et tous les citoyens peuvent s'exprimer en assemblée. Nous allons alors parler de Périclès, un personnage très important de cette époque qui va changer la démocratie d'Athènes à jamais. Périclès va apporter une nouveauté pour la démocratie, le mistos. Il s'agit d'une indemnité donnée aux citoyens les plus pauvres lorsqu'ils participent à une assemblée, comme le boulet ou encore l'ailier par exemple. On remarque qu'il cherche certes en apparence à améliorer la démocratie d'Athènes, mais en réalité c'est un grand orateur, capable de convaincre toute une population qui tente de se faire passer pour un bienfaiteur. Mais en réalité il manipule la population pour obtenir ce qu'il veut. On se demande alors, pourquoi peut-on dire que Périclès est un personnage controversé à Athènes? En mettant en place le mistos, Périclès se pose en défenseur de cette démocratie. Pourtant, plusieurs éléments soulignent un aspect plus autoritaire et impérial. On constate alors qu'Athènes est à la tête d'une alliance militaire depuis -478, c'est la Ligue de Délos. Elle est composée de 5 districts, soit 150 cités, qui doivent toutes payer un tribut pour former le trésor de Délos. Périclès va transférer ce trésor à Athènes contre la volonté des cités qui ne peuvent pas s'opposer à Athènes, qui possèdent un pouvoir si grand qu'il serait risqué de les contester. Également, on constate que Périclès est élu au grade de stratège 15 fois de suite. Un stratège est un magistrat militaire chargé de gérer les affaires publiques, politiques et militaires de la cité en question. Leur rôle est équivalent au chef de l'État. Donc Périclès s'approprie grâce à son talent d'oratoire un pouvoir très puissant. Périclès est perçu comme un homme qui tenait la foule, bien en main. Périclès va même jusqu'à reconstruire l'acropole à la gloire d'Athènes, ou à sa gloire personnelle en particulier surtout, tout en utilisant le trésor de Délos pour la plupart des travaux, tandis que les cités de l'Alliance ne peuvent que regarder sans rien dire. Par ailleurs, grâce à sa flotte puissante, on peut citer les trières par exemple, et à son armée de soldats lourdement armés, les soldats grecs s'appellent les hoplites, vous pouvez le noter, Athènes est une puissance militaire qui s'impose sur la mer Égée, que vous pouvez voir ci-dessous. Voilà un mot important à retenir, on parle d'une thalassocratie, qui veut dire domination sur la mer. Cette domination maritime permet de profiter d'un commerce très fructueux. On peut parler du port de Pirée qui est un point stratégique sur le plan militaire et commercial. Lors des guerres médiques, qui sont les deux conflits militaires qui se déroulent au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui opposèrent les Grecs d'Athènes aux cités perses, Athènes s'est débarrassée d'un rival extrêmement puissant pour l'époque, entre -490 et -476. Ce sont bien les Perses. Périclès doit affronter son principal rival en -431, c'est Sparte, dans la guerre du Péloponnèse. Au lieu de renforcer Athènes, cette guerre l'affaiblit grandement. La Ligue de Délos est dissoute et une révolte oligarchique, c'est-à-dire un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un groupe, fait vaciller la démocratie en -411. C'est la fin de la démocratie d'Athènes. Et oui, dans ce chapitre, nous parlerons pas seulement de la Grèce, mais de l'Empire romain qui a suivi plusieurs siècles plus tard. L'impérialisme romain est un phénomène ancien. Rome, la ville de Latium en latin, en Italie, a été fondée en -753. Après avoir assuré la domination sur toute la péninsule italienne au cours des premiers siècles de son existence, elle s'étendit vers l'extérieur à partir de la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. En moins de 2 siècles, grâce à la supériorité de ses légions, tout le bassin méditerranéen est conquis, y compris la Grèce. Les dernières provinces à être conquises étaient la Bretagne, à l'époque de Claude, 40 après Jésus-Christ, et la Dacie, la Roumanie actuelle, et l'Arabie à l'époque de Trajan, mort en 117 après Jésus-Christ. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc de 753 à 509 avant Jésus-Christ, Rome était une monarchie gouvernée par 7 rois légendaires, dont c'est peu de choses. Depuis lors, les Romains détestent la royauté, l'assimilant à la tyrannie. Pendant environ 500 ans, entre 509 avant Jésus-Christ et 27 avant Jésus-Christ, Rome était une république, c'est-à-dire un système politique dans lequel le pouvoir n'était détenu par qu'un seul individu, et le personnel politique était fréquemment renouvelé. Le pouvoir n'était pas héréditaire. Notez que le terme république peut être trompeur. Les Romains parlaient de res publica, chose publique, qui combinait des éléments de plusieurs politiques. Un peu de monarchie, un peu de démocratie, mais surtout beaucoup d'oligarchie. Les citoyens riches ou pauvres ne participaient pas directement à l'exercice du pouvoir, contrairement à Athènes.
et un seul petit nombre, les riches et les nobles, pouvaient exercer des fonctions politiques. L'organe central n'est pas l'assemblée des citoyens, appelée comice, mais le Sénat, composé d'anciens magistrats. Entre autres, il contrôle les magistrats en fonction consuls, créanciers, échevins, trésoriers, etc. Au fil des siècles, on retrouve toujours les mêmes familles, les plus puissantes, formant la noblesse. Fabii, Cornélie, Collodi et Lully, d'où vient Jules César. C'est alors qu'en 27 avant Jésus-Christ, Auguste, le premier empereur de Rome et fils de Jules César, met fin à la République romaine et instaure un nouveau régime nommé le Principat. Ce régime lui permet de concentrer l'essentiel du pouvoir entre ses mains, en affaiblissant considérablement le rôle des sénateurs et des magistrats. Les conquêtes romaines, comme vous le voyez ci-dessous, permettent aux empereurs successifs de se constituer un empire immense. Son extension maximale se déroule sous l'empereur Trajan entre 98 et 117 après Jésus-Christ. Alors comment maintenir une cohésion dans un empire si vaste et hétérogène? Les Romains ont alors trouvé des solutions. On impose le droit romain et le culte impérial. On met en place un réseau routier moderne pour le commerce et l'armée. On met en place des organisations administratives efficaces. Des gouverneurs dirigent les provinces, comme vous le voyez sur cette carte. Présence de l'armée, surtout aux frontières. Processus de romanisation. On utilise la culture, l'urbanisme et la langue pour romaniser les territoires conquis. Du 1er au 2e siècle, les Romains gèrent efficacement l'empire car le commerce est florissant et les révoltes peu nombreuses. On parle donc de paix romaine. Sur le plan religieux, les Romains sont polythéistes. Ils croient en de nombreux dieux, par exemple Jupiter. Les rites religieux sont très fréquents dans le quotidien des Romains. Avec l'extension de l'empire, de nombreuses cultures et religions vont se brasser et s'influencer. On parle de syncrétisme. La religion romaine est confrontée à des religions monothéistes, le judaïsme et à l'arrivée du christianisme. En effet, dès le 1er siècle, des philosophes romains comme Sénèque défendent l'idée d'un dieu unique, Jupiter. La foi chrétienne se diffuse entre le 1er et le 5e siècle. Les persécutions sont tout d'abord violentes et régulières. Exemple avec les 303 grandes persécutions sous l'empereur Dioclétien, mais à partir de l'édit de Milan en 313, c'est la tolérance religieuse, et la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, la diffusion est facilitée et encouragée. Ainsi, la culture romaine et chrétienne vont s'influencer et perdurer jusqu'à nos jours. On est alors parti pour les dates clés du chapitre, à retenir bien évidemment. Tout d'abord en 508 avant Jésus-Christ en Grèce, Clisthène met en place les toutes premières institutions démocratiques de l'histoire. En -478 avant Jésus-Christ, la Ligue de Délos est créée. Entre -490 et -476, les Grecs affrontent les Perses. En -431, Athènes se bat contre Sparte. C'est la guerre du Péloponnèse. En -411, c'est la fin de la démocratie athénienne. De -495 à -429, c'est la date de naissance et la date de mort de Périclès. Voilà pour ce qui est de la partie Grèce, je vous laisse prendre une photo pour retenir et peut-être imprimer par exemple. Ensuite, pour ce qui est de la partie sur l'Empire romain, nous avons d'abord la fondation de Rome en -753 avant Jésus-Christ. De -753 à -509, Rome est dirigée par les 7 rois légendaires. En -27, création du Principat par l'empereur Auguste. Apogée de l'Empire sous Trajan, de 98 à 117 après Jésus-Christ. Du 1er au 2e siècle, phénomène de paix romaine. L'édit de Milan, 313 après Jésus-Christ par Constantin. En 330 après Jésus-Christ, fondation de Constantinople. Et enfin, en 476, fin de l'Empire romain d'Occident. Voilà, je vous laisse à nouveau prendre une photo. L'héritage grec et romain est indéniable pour les Européens dans de nombreux domaines comme la culture, l'architecture, l'urbanisme, la politique, etc. Ils ont révolutionné le monde de l'époque d'une puissance tellement phénoménale que leur influence et leur choix perdurent encore aujourd'hui dans nos sociétés européennes au XXIe siècle. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Je vais essayer de faire le programme de seconde afin de réaliser le programme sur toute la chaîne. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets que je pourrais aborder dans les commentaires, ça peut très bien être de l'histoire mais aussi de la géographie ou de l'EMC. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Overstory et sur ce, à bientôt pour de nouvelles histoires.